Les vraies voix Sud Radio, 18h-20h, Cécile de Ménibus. Et c'est le retour des vraies voix. On est ravis de vous retrouver tous les jours. On a changé un petit peu d'horaire. Vous avez vu, entre 18h et 20h. Donc là, tranquillement, vous serez certainement dans votre canapé. On sera ravis de vous accueillir tous les jours avec Philippe David. Ça va, Philippe David? Ça va très bien, Cécile, et vous? Il est en forme. Moi, je sens qu'il est prêt à débattre. Il Surtout a vu qu'il est en face. Entre les doigts. Entre les dents. Entre les doigts. Excusez-moi, ça va faire plaisir à Françoise de Gaulle. C'était les bolcheviks. Le couteau entre les dents il y a 110 ans. Alors. Vous commencez pas avec les bolcheviks. Non, mais vous pouvez pas comme ça. Non, c'est pas possible. Alors moi, je suis de l'autre côté du mur de Berlin. Et ben voilà, vous les avez entendus, ils sont là. Françoise de Gaulle. Bonsoir Françoise. Bonsoir ma chère Cécile, quelle joie de vous retrouver. C'est quelle joie, quel bonheur. J'ai suivi vraiment tout votre été sur votre compte Instagram, c'était extraordinaire. Est-ce que je peux saluer votre mère? Oui, j'ai mis en scène ma mère. Ouais. Vous avez mis en scène votre mère qui a 90 ans ou à 89 ans donc, non, 81, ça va, oui, ça va. 80, oui, enfin bon, elle utilise des scies à ruban, elle tombe sur des machines, des Formule 1, enfin, genre c'est votre mère quoi. Ouais, c'est ça. D'ailleurs, les chiens ne font pas des chats, ouais, c'est ce qu'on dit. Et avec, écoutez, Benoît Wonder Woman, c'est très positif, exactement. Benoît Perrin est avec nous, directeur de Contribuables Associés. Bonsoir. Bonsoir Cécile. C'était bien ce bonsoir, petit... vous avez Salut. le crâne bronzé, c'est bon signe. Exactement. Alors, figurez-vous que je devais aller à la Clusaz, comme vous, je crois. Ouais. Et ma voiture a explosé sur l'autoroute. Donc, je suis resté, malheureusement, quelque sorte, dans le sud-ouest. Ça, c'était moi, parce que je voulais être tranquille. Donc, je leur ai dit, s'il y a une vraie voix... Excusez-moi, il y a un léger problème. J'ai entendu l'île d'Oléron située dans le sud-ouest. Je crois qu'il y a un problème géographique chez Contribuables Associés. Pourquoi? Mais excusez-moi, le sud-ouest, ça démage à Bordeaux. Pas au-dessus, quand même. Arcachon, Cap-Breton, Cap-Breton, là. Saint-Sébastien, enfin voilà, tout ce qu'on aime quoi. Allez, voilà, après ce petit récapitulatif des vacances, on vous souhaite la bienvenue. En tout cas, merci d'être avec nous avec au sommaire de cette émission, le grand débat. Marine Le Tondelier qui appelle toute la gauche à se retrouver jeudi. Objectif, préparer donc tous les scénarios dans une probable chute de François Bayrou le 8 septembre. Alors à cette question, le nouveau Front Populaire doit-il se reformer en cas de dissolution? Vous dites non à 94%. Et moi, je pense qu'il va se reformer, car il y a une chose plus importante à gauche que la lutte des classes, c'est la lutte des places. Et puis la question du soir, le sommaire de sécurité en Chine. Xi Jinping et Poutine et leurs alliés donc affichent une unité assez incroyable. Objectif bâtir en un contrepoids à Washington et face à l'Occident, bien entendu, avec cette question du jour. Alliance Chine, Russie, Iran, l'Occident est-il en danger? Vous dites oui à 63%. Alors on est en train de voir émerger un axe Pékin-Moscou, plus évidemment Ankara, Téhéran. Est-ce que c'est la renaissance de deux blocs comme à l'époque de la guerre froide, mais deux blocs différents? Peut-être. On attend en tout cas vos avis au 0826 300 300. Allez, on y va direct. Le grand débat. Et oh non, le grand débat, on dit vite. Les vraies voix Sud Radio, le grand débat du jour. Ils sont désormais rassemblés, mais peuvent-ils vraiment gagner? Un pour tous et tous pour les législatives. Ils sont Le Conseil national du PS a validé hier soir l'accord pour les législatives. Le PS a fini par dire oui dans la douleur. Alors, je voudrais d'abord vous interroger sur Jean-Luc Mélenchon. Ouh là là, je saurais même pas m'en souvenir, mais ça date de bien avant les dernières élections présidentielles que nous n'avons plus de relation. À chaque fois qu'ils font la politique de la chaise vide, malheureusement, ils affaiblissent le collectif que nous formons. Qu'ils ne détruisent pas le front que nous avons constitué. Si certains tombent dans ce piège, évidemment qu'ils vont fracturer le nouveau Front Populaire. Il y a les filles qui, pour l'instant, en tout cas, donnent le sentiment d'être à côté de l'aventure. Ils affaiblissent la gauche quand ils font ça. Alors Philippe David, est-ce qu'on peut reformer ce nouveau Front Populaire? Si on prenait sur la morale, on dirait non. Mais bon, la morale et la politique, ça fait deux à mon avis. Mais c'est parce que de toute façon, pour que la gauche garde des groupes parlementaires importants, ils sont obligés de s'unir. Parce que quand même, regardons la dernière présidentielle, excepté Mélenchon autour de 20%, tous les autres candidats des partis du nouveau Front Populaire étaient en dessous, voire très en dessous de 5%. Jadot était à 4, comment elle s'appelle, Hidalgo était à 1,75, score le plus bas d'un candidat du PS de l'histoire. Quant à Fabien Roussel, que ses amis politiques appellent Doriot, ce qui est quand même pas le propos le plus sympathique qu'on puisse tenir. Oui, elle est fille, c'est ses alliés politiques. Oui, c'est des alliés politiques, on est d'accord. Il a fait 2%. Donc inutile de dire que si la gauche y va séparer, elle se retrouve avec le même nombre de
députés qu'en 1993, c'est-à-dire rien. Donc évidemment, ils vont y aller, parce que comme je l'ai dit, on est passé de la lutte des classes de Karl Marx à la lutte des places de 2025. Et vous ne serez pas étonné, Françoise ne dit pas du tout. Non, alors pas du tout. D'abord, je tiens à dire que sur la table, il y a la proposition d'abord de gouverner sans LFI. Il n'y aura aucun accord national avec la France insoumise pour les législatives. D'ailleurs, par ailleurs, je pense qu'on parle tous dans le vide. On parle comme s'il y avait une dissolution, il n'y en aura pas. Et là où vous faites une erreur, c'est que de reprendre les résultats de 2022. En 2024, il y a des députés qui ont été élus et tous les sondages vous montre. C'est pour ça que je suis assez étonné, parce que vous avez une certaine acuité à regarder les sondages. Tous les sondages et toutes les projections des 3 grands partis qui vont s'unir, c'est-à-dire le Parti Socialiste, le PC et les écologistes, donnent exactement les mêmes chiffres. Sans LFI, ce bloc-là est à 145 députés. Donc vous ne pouvez pas expliquer que sans LFI, ils sont morts. LFI termine à 27 sans ce bloc-là, et ce bloc-là est à 145 députés. Donc moi, je n'ai aucune inquiétude véritablement sur la capacité à mener une législative, mais on part dans le vide en fait, parce qu'il y aura pas de sauf que Tondelier demande de reformer le nouveau Front Populaire, donc ça veut dire que tout le monde dit absolument ce qu'elle veut, c'est son rôle, elle essaie d'être. Donc il faut le sortir de votre quota. Mais on la sort absolument pas du quota, puisque Emmanuel Bompard a été très clair hier. Il a dit nous n'irons pas à cette réunion jeudi. Donc Marine Tondelier va faire une réunion avec des cacahuètes et des saucisses et quelques pizzas. C'est pas bon pour la ligne. Probablement avec Olivier Faure qui viendra par courtoisie, parce que je pense que tout le monde a compris qu'il est courtois. Et puis voilà, Marine Tondelier peut pas espérer être la créatrice d'une union. Il n'y aura pas d'accord national avec LFI sur les législatives. S'il y avait des législatives, pas plus qu'il n'y en aura pour la présidentielle, pas plus qu'il n'y en a pour les municipales. Voilà. Mascarade ou pas? Moi, je crois exactement l'inverse. C'est-à-dire que je pense qu'on va nous refaire le même sketch qu'il y a exactement 1 an. À savoir qu'on nous expliquait, on entendait exactement le même discours. Ils disaient non, mais compte tenu des discours tenus par LFI sur la politique internationale, jamais il y aura d'alliance entre les socialistes et l'extrême gauche. Vous comprenez, on a une morale, nous on fera jamais d'alliance avec des gens qui soutiennent le Hamas. Bon, très bien. En une nuit, alors ils n'ont pas dormi, mais enfin en une nuit, ils ont quand même réussi à faire des accords partout. Est-ce que vous avez vu ça pour les municipales, par exemple? Jamais d'avis. Vous voyez ça pour la présidentielle? Mais pour les municipales, la LFI a très peu de municipalité, alors que là, les sièges étant plus importantes que les convictions, et d'ailleurs c'est la force de la gauche. La gauche, elle s'allie, elle gagne, et après elle s'engueule. C'est toujours le même fait. La gauche, si je peux terminer. Ensuite, c'est vrai que vous avez raison, Mélenchon a plus la position un peu de maître des horloges qu'il y avait il y a à peu près 2 ans. Ça, c'est vrai. Les positions internationales se sont rigidifiées, vous avez raison. Et puis c'est vrai que le PS a repris des forces. Ils ont quasiment doublé leur nombre de députés, ce qui était peu attendu. Néanmoins, on va nous refaire le même sketch en disant pour renverser Macron et compte tenu de l'arrivée potentielle de ce qu'ils appellent être l'extrême droite au pays, vous allez voir qu'ils vont faire une union nationale, et sous ces 2 prétextes-là, ils nous vendront une nouvelle alliance. Donc je vous explique juste, il est 18h09, je serais tout à fait ravi de vous montrer. Sur ce point, on est d'accord. Je suis en train de me dire, mais quelle heure peut-il être? Évidemment qu'il n'y aura pas d'accord national. Évidemment qu'il y a des circonscriptions, peut-être une 50aine a priori, où effectivement il y aura un barrage, mais il y aura ce que vous ignorez et ce que vous faites mine d'oublier, c'est qu'il y a eu un barrage de la gauche très fort également en faveur des élus républicains et macronistes. Il y a énormément de circonscriptions où les républicains sont élus parce que la gauche va voter contre le Rassemblement national pour le candidat LR. Et bien sûr, pour les macronistes, avec une inversion. D'ailleurs, la gauche a beaucoup plus voté pour les macronistes que l'inverse. Donc, il y a effectivement probablement une 40aine, une 50aine de circonscriptions. Il y a quand même eu des consignes en ce sens. Mais c'est des consignes, mais les électeurs sont libres. Moi, j'entends Bardella qui pleurniche. Oui, oh là là, c'est horrible, c'est affreux, on nous a volé l'élection. Écoutez, les électeurs, on leur a pas dit, avec un fusil sous la tempe, allez voter. Ils ont fait un choix, ils n'aiment pas le RN, ils ont fait barrage. D'ailleurs, appelez-nous au 0826 300 300 si vous voulez réagir dans la deuxième partie de ce débat. Mais Françoise Degba, je me rappelle, il y a 1 an et demi, au moment des législatives, je vous avais dit, entre les 2 tours ou avant le premier tour, j'avais dit, l'LFI aura plus de députés que le PS. Vous m'avez dit, vous vous trompez, le PS aura plus de députés que l'LFI. Je vous ai dit ça. Si, on va retrouver les podcasts. Alors là, vous pouvez, recherche. Attendez, excusez-moi Françoise. Quand vous dites on va retrouver les podcasts, c'est-à-dire vous vous tournez donc vers Maxime, notre réalisateur, vous avez tout compris. qui a d'autres lignées de la tête, donc je crois que c'est non. Je suis pas archiviste, merci. Et vous m'aviez dit que je me trompais et j'avais raison. Là où j'avais, d'abord, je vous ai jamais dit ça et je suis jamais d'avis et je suis la seule à vous avoir annoncé
pensé que la gauche arriverait en tête et vous m'avez dit jamais de la vie. Donc on peut retrouver les podcasts. Mais entre arriver en tête et gagner, c'est pas la même chose. Ça y est, bien sûr. Il ne faut pas oublier la pression des députés actuels socialistes qui, je crois, vont aussi, dans leur grande majorité, faire pression pour justement cette union parce qu'ils veulent garder leur place. Du tout. Et alors pourquoi est-ce que pas d'union, c'est le risque de perdre. Je pense qu'ils vont pas prendre le risque de perdre parce que la vie politique française fonctionne comme ça depuis 50 ans. Est-ce que vous avez vu les déclarations des uns et des autres? Est-ce que vous avez vu des responsables, mais du député de base, je serais curieux d'avoir son avis. Le député de base, moi, je pense savoir à peu près dans quel état d'esprit est le groupe socialiste. Ils ne veulent plus d'accord avec la France insoumise. Quitte à perdre leur siège. Mais ils ne le perdront pas, c'est ce que je vais vous expliquer. Mais je vais vous expliquer. On va en parler après la pub. Françoise, vous bougez pas, on va en parler dans un instant. Vous voulez réagir c'est la politique fiction, il y aura pas de solution. 0826 300 300, on fait une petite pause et puis juste après on reviendra sur ce drame survenu dans le Cantal où une directrice d'école s'est suicidée après avoir été harcelée à cause de son orientation sexuelle. Et pour la suite du débat, 0826 300 300, on vous attend, à tout de suite. C'est affreux, hein. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. 18h-20h, Cécile de Ménibus. Et avec Philippe David, bien entendu, Françoise de Gaulle autour de cette table, aussi Benoît Perrin, contribuable associé. C'est-à-dire que si vous avez, si vous avez une feuille d'impôt à décrypter, vous nous l'envoyez, bien sûr. Je rappelle quand même que tout le monde paie des impôts, ça vraiment j'y tiens beaucoup. Contribuable associé, ça défend justement tous les contribuables, donc tous les Français, parce que l'impôt sur le revenu, c'est qu'une part des impôts. Tout le monde paie de la TVA, tout le monde paie un jour où on achète un appartement, une maison, des frais de notaire. Enfin, je veux dire, on paie des impôts tout au long de notre vie, sur tout, et y compris sur ce qu'on achète. Mais pourquoi est-ce que vous vous énervez comme ça? Oui, je m'énerve. Non, c'est vrai, je m'énerve tout seul. Allez, tout seul, ok. Et tout le monde paie des impôts, vous savez. Vous êtes au courant? Allez, on revient à nos moutons, si je puis parler comme ça. Avec, je vous rappelle que Marine Tondelier appelle toute la gauche pour se retrouver jeudi, pour essayer de recréer en tout cas le NFP en cas de dissolution, avec notre auditeur du jour, Samy, qui nous appelle au 0826 300 300. Bonsoir Samy. Oui, bonsoir tout le monde. Merci. Bonsoir. Bien. Est-ce que vous y croyez, vous? Est-ce que vous pensez qu'ils doivent se reformer et non se réformer? Je vais peut-être choquer le plateau ou les auditeurs. Ces gens, en fait, ils sont encore dans les années 80. Ils ne se rendent pas compte que les Français sont en 2025. Que les Français aujourd'hui, et ça se voit qu'ils sont déconnectés de la réalité, les Français aujourd'hui en ont marre de cette arnaque républicaine, morale, électorale, tout ce que vous voulez, parce que ces gens-là, il n'y a rien qui les réunit en fait. Ils n'ont pas de dénominateur commun. Quand vous avez les écolos qui demandent aux gens de pédaler pour allumer les ampoules le soir, ou les fils demandent aux gens d'aller à la nage à Gaza, ou les socialistes qui demandent je ne sais pas moi, de partager son frigo, de le mettre dans la rue à volonté. Et donc en fait c'est pour garder la place, tout simplement. Et je pense qu'aujourd'hui l'heure est grave pour qu'on retombe dans ces alliances. Et je me demande d'ailleurs pourquoi il n'y a pas une réforme électorale. Comme ça, quand un parti en fait a un certain nombre de députés ou d'élus, il n'y a pas d'alliance. L'alliance doit être interdite parce que c'est pour garder la place. Et pour terminer, je dirais simplement que s'ils se rendaient compte aujourd'hui que la déception des gens par rapport à ces alliances et ces petites manœuvres commence à faire grincer des dents, attention, je n'appelle pas à la violence. Moi, à leur place, quand je marche dehors, je regarderai 2 fois derrière moi. Parce que les Français, là, ça y est, ils ont atteint le summum. Philippe David. Ah non, mais c'est clair que moi, c'est vraiment le mariage de la carpe et du lapin. Mais je le disais, je le répète, que si vous regardez bien, je vais prendre 2 exemples. Les écologistes le disent, ils sont plutôt fédéralistes européens et décroissants, pour la décroissance. Pas productivistes, ils veulent moins d'industrie, etc. Le PCF, c'est exactement le contraire. Il n'est pas du tout fédéraliste européen, et lui, il est pour la réindustrialisation. Il reprend sa culture ouvriériste. Et des gens vont faire un gouvernement comme ça ensemble, avec LFI qui est au milieu, et le PS qui est au milieu, qui est un parti social-démocrate. On l'a vu comme François Hollande était au pouvoir. Mais comment est-ce qu'ils peuvent s'allier? Mais parce que de toute façon, c'est toutes les nuances de gauche, et effectivement, sur les mais non, mais sur les sujets fondamentaux, personne n'est obligé de marcher au son du tambour, et le bonapartisme sarkozyste, regardez ce que ça a donné avec Nicolas Sarkozy, regardez ce que ça a donné le centrisme. Il y a toutes les nuances. J'entends notre auditeur, enfin, interdire les alliances, on est en démocratie, enfin, je veux dire, la réalité, les gens... Non, je pense qu'il voulait dire le majoritaire à un tour comme mode de scrutin. Oui, écoutez, j'ai bien compris, mais la proportionnelle, si vous voulez, je vous donne un exemple merveilleux des ravins
clivage de la proportionnelle, vous avez Israël. Vous voyez. Oui, mais c'est une proportionnelle intégrale. Mais je vous le dis. Donc, regardons où ça mène la proportionnelle intégrale. Est-ce que, Françoise, ça ne vous a pas fait un peu de tort aux socialistes, cette tambouille, finalement, avec un peu de recul? Mais de quelle tambouille? En 81, François Mitterrand arrive au pouvoir avec le programme de l'Union de la gauche. Vous avez des gens qui ne sont pas d'accord, mais ils sont d'accord sur l'essentiel. Non, mais vous avez dit une chose qui est fausse. L'Union de la gauche, c'est 1974. En 80, il est élu sur les 110 propositions qui étaient PS et pas mouvement radical de gauche. Ça va être vachement bien que vous m'appreniez à moi l'histoire de la gauche. Je sais très bien comment marche le congrès d'Épinay. Je vous dis juste qu'il y a des ministres communistes qui rentrent au gouvernement. Absolument. Ça s'appelle l'Union de la gauche. Ça s'appelle absolument... Il y a des différences de sensibilité, mais sur l'essentiel, la gauche, elle est toujours unie. La gauche, elle est unie sur le social. La gauche, elle est unie sur, le progrès social, les congés payés, etc. Expliquez-moi ce que la droite et l'extrême droite ont amené de progrès dans ce pays. Expliquez-moi comment vous partez en vacances en congés payés, Philippe David. Comment est-ce que vous avez la sécurité sociale? C'est des conquêtes de qui? C'est des conquêtes de gens qui ont des différences sur certains points, mais sur l'essentiel, ils s'entendent. Et je crois qu'en plus, la force de la gauche, c'est encore une fois de se désigner un adversaire, et c'est-à-dire de se dire en fait, d'insister sur leurs points communs, au-delà encore une fois du programme, de se dire voilà, toute façon, nos adversaires, ils sont en face de nous, c'est-à-dire on a d'un côté Emmanuel Macron, de l'autre côté le Rassemblement National. Ça a toujours été l'extrême droite, l'adversaire historique de la gauche. Oui, mais Macron est devenu maintenant un nouvel adversaire, et donc je pense qu'encore une fois, il y aura une espèce d'union sur le plus petit dénominateur commun, et encore une fois, c'est pas un petit dénominateur, peut-être qu'il y aura une histoire, j'en sais rien, mais il y aura engueulade après, exactement comme sous Jospin. Souvenez Jospin en 97, quand il y a la gauche plurielle. Mais la droite passe sa vie à s'engueuler. Je dis juste que sur le programme, vous n'êtes pas tous d'accord, et pourtant vous réussissez à vous allier. Je peux terminer. Et en plus, vous réussissez à gouverner. Donc je dis juste que il y a toujours dans la gauche cette capacité à se réunir face à un adversaire. C'est tout ce que je dis. Ce que la droite ne fait pas forcément. Mais voilà, Benoît, expliquez-moi le clivage, par exemple, entre la droite du non et la droite du oui. Vous pensez que la droite n'est pas traversée par des différences? Mais je dis pas le contraire. Mais elle ne s'allie jamais entre elles. C'est tout ce que je dis. Bien sûr qu'elle s'allie entre eux pour gagner. Non, c'est ce qu'on lui reproche. Je ne parle pas de l'extrême droite et de la droite. Je vous parle de la droite, par exemple, et du centre. Souvenez-vous de l'élection de Nicolas Sarkozy. Eh bien, l'élection précédente, c'est-à-dire Jacques Chirac, il y a... mais la droite nationale n'a pas appelé pour voter Nicolas Sarkozy à l'époque. Excusez-moi de vous... Alors que l'extrême gauche appellera toujours à voter pour le candidat de gauche face à un autre candidat. Et ce sera le mot de la fin, les amis. C'est absolument faux. En tout cas, l'histoire de la vie politique française le montre. Mais non, c'est absolument faux. Toujours systématiquement. Non, pas systématiquement. Arlette Laguillet n'a pas appelé à voter François Hollande. Travailleuse. Mais vous racontez, en fait... On l'embrasse si elle nous écoute. Oui, j'aime Arlette Laguillet. Allez, merci beaucoup les amis. Les amis, allez tout de suite. Majid de IMAT, on n'y croit pas. Les vraies voix Sud Radio. Et la rentrée scolaire endeuillée dans le Cantal, une directrice d'école n'a pas survécu au harcèlement qu'elle subissait depuis des années. Oui, Cécile, on espère toujours que c'est la dernière fois, et pourtant, l'histoire se répète. En 2025, on meurt encore à cause de l'homophobie. Caroline Grandjean, 42 ans, s'est suicidée ce lundi, jour de la rentrée. Alors, il y a des antécédents, bien sûr. Depuis 2023, elle subissait un harcèlement homophobe, puisque, je le rappelle, elle était mariée avec une femme. Elle avait donc déjà reçu des messages envoyés par un corbeau. Finalement, en 2024, une enquête a été ouverte pour insultes publiques et menaces de mort. Et malheureusement, hier, Caroline a appelé les secours pour dire qu'elle allait mettre fin à ses jours. Et quand les gendarmes sont arrivés, il était déjà trop tard. Et puis une mort qui a laissé beaucoup de réactions. Et oui, son entourage parle d'une femme, je cite, broyée par l'institution, par son village et par ses parents d'élèves. Le syndicat des directeurs se dit dévasté. Caroline elle-même écrivait à ses collègues « Lundi sera plus difficile pour moi que pour vous ». L'éducation nationale rappelle qu'elle avait porté plainte, qu'une protection fonctionnelle avait été mise en place et qu'une mutation lui avait été proposée. Cependant, Caroline avait refusé, elle voulait rester près de chez elle. Après cette info, je me suis demandé, questionné même, comment une directrice d'école insultée, harcelée, a-t-elle pu se sentir aussi seule? Mais au-delà des mots, ce qui est certain, Caroline voulait enseigner, transmettre, protéger ses élèves. Elle, en revanche, n'aura pas été protégée. Et ça, franchement,
on n'y croit pas. François, c'est terrible. Ça me fait très mal, oui. Ça me fait très mal et j'aime beaucoup. Bravo, Maddy, c'est la deuxième, en fait. Hein. Ouais. C'était très très bien. C'est vrai, on n'y croit pas. Je ne sais pas si elle avait refusé ou pas une sécurité, parce que je pense qu'à un moment donné, quand vous êtes attaqué si personnellement sur votre être, hein, c'est sur vos orientations, on se rend pas compte de la violence. C'est comme d'être attaqué sur ce qu'on est. Eh bien, je pense qu'elle n'avait même plus envie d'être protégée. C'est étonnant qu'il n'y ait pas eu un geste de l'éducation nationale. Voilà, ça veut dire que c'est jamais gagné. Simone de Beauvoir disait, quand les temps deviennent durs, c'est toujours les droits qu'on remet en cause, c'est les droits des femmes. Et j'en profite. Les droits des homosexuels, etc. J'en profite pour dire que demain à 7h10, chez Patrick Roger, vous pourrez entendre le témoignage d'un proche de Caroline Grandjean. Philippe Bilger. Non, moi, ce que je trouve pire que tout, c'est les corbeaux. Comment ces gens arrivent-ils à dormir aujourd'hui et à se regarder le matin dans la glace au moment de se raser si c'est des hommes ou de se maquiller si c'est des femmes, en n'ayant pas une irrépressible envie de vomir en se regardant. Vraiment, j'ai honte. Est-ce qu'ils pensaient qu'on arriverait... Non, mais c'est une vraie question que vous posez, vous avez raison. Est-ce que vous pensez qu'ils pensaient qu'on en arriverait là? Qu'elle en arriverait là? Excusez-moi, on est responsable de ces actes. Hein. Il y a un seul antécédent quand même, l'affaire du petit Grégory, les corbeaux. Et puis on peut se poser la question effectivement est-ce qu'elle a été soutenue par le rectorat, est-ce qu'elle est soutenue par une municipalité, est-ce qu'elle est soutenue par son entourage, on n'en sait rien. Et la morale de l'histoire, c'est que quand quelqu'un est attaqué et souffre et qu'on est proche de cette personne-là, il faut l'aider. Voilà. Merci beaucoup, merci Majid. Dans un instant, le tour de table de l'actu des vraies voix. Philippe, on parle de quoi? On va aller à Marseille où les policiers ont neutralisé quelqu'un qui venait de poignarder 4 personnes, dont 3 sont en urgence absolue. Françoise Degois. Je vais à Marseille aussi, mais pour de mauvaises raisons. La série israélienne Fauda qui ne peut pas se tourner à Marseille à cause de l'antisémitisme. Et Benoît Perrin. Et moi, je ne quitte pas le Parti Socialiste puisque je suis tombé des nues quand j'ai vu ses propositions de budget. Ça va encore râler, je vous le dis tout de suite. 0826 300 300, on est ensemble jusqu'à 20h. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Cécile de Ménibus. Et avec les vraies voix, cette nouvelle saison un peu différente de l'année dernière, ça va un peu plus vite et on a gagné une vraie voix puisqu'on a gagné Philippe David. C'est-à-dire, il était frustré toutes ces années de ne pas pouvoir parler. On a jamais envie de dire des trucs et mon psy n'aurait jamais dû vous parler. Voilà, c'est ça. Déjà, il a du mal à dire mon psy, si tu veux. Donc, Françoise Degois est avec nous. On est content de vous avoir. Et moi aussi, je suis heureuse de vous avoir. Qu'est-ce que vous devez être soulagé de plus l'avoir à côté, mais qu'est-ce que c'est dur pour nous de l'avoir en face. En fait, je veux dire, il y a un truc, il y a forcément une souffrance. C'est une autre forme de thérapie. C'est pour ça que je vous le dis aussi. Enfin, personne qui a besoin d'une thérapie, Françoise Degois, c'est comme le top niveau. Excusez-moi. Mais tant que je vous rappelle quand même. J'en profite pour dire rebonjour à Benoît Perrin quand même. Juste pour dire que on vous a épargné les chemises où on pouvait régler la couleur dessus. Vous savez, quand on avait où des gens avaient mangé dessus, je ne sais plus ce que c'était. En tout cas, soyez les bienvenus. 0826 300 300, on est avec vous jusqu'à 20h, donc on serait ravis de vous avoir. Et tout de suite le tour de table de l'actu. Vous connaissez l'histoire de la femme qui va acheter un meuble chez Ikea? Non, moi je crois qu'il faut que vous arrêtiez d'essayer de dire des trucs. Ah bon? Ça vous fatigue déjà. Puis pour les autres, vous vous rendez pas compte de ce que c'est. C'est tout à fait vrai. Je vous jure, c'est pas bien. Il faut plus que vous parliez avec des gens. Le tour de table de l'actualité. Eh bien pourtant, il va falloir parler avec des gens. Je vous le dis tout de suite, Philippe David. C'est l'actu très chaude puisque c'est arrivé cet après-midi sur l'attaque au couteau à Marseille. Attaque au couteau dans un hôtel à Marseille. On va écouter un son. Ah non. On a l'impression d'une série en fait. On a l'impression d'une série, c'est une réalité. Attaque au couteau à Marseille. C'était une personne de nationalité tunisienne sous contrôle judiciaire avec interdiction de port d'armes. La preuve que c'était très bien contrôlé. Il a poignardé 4 personnes dans l'hôtel suite à un différend, dont 3 sont en urgence absolue. Alors on espère vraiment qu'elles vont être tirées d'affaire par les médecins dans des hôpitaux de Marseille. La 4e est en urgence relative, donc ça devrait théoriquement mieux se passer. Et la vidéo est terrible, on voit les policiers qui interviennent avec leurs armes parce que le taser dont on dit qu'il est efficace n'a pas été efficace et l'intéressé prend le couteau et s'approche d'eux en les menaçant et les hommes ont fait usage de leurs armes, leur 9 mm, donc leur arme létale, et il a été neutralisé et définitivement neutralisé. Alors moi je voudrais dire merci aux policiers et aux gendarmes et à toutes les forces de l'ordre de nous protéger en permanence, que le contrôle judiciaire manifestement ça marche pas, ça on est bien d'accord
là-dessus, et que j'ai déjà peur que certains accusent la police de tuer comme ils le font si souvent, parce qu'on va dire oui, mais il avait juste un couteau et eux ils avaient des revolvers ou des pistolets, pardon, plutôt. Et donc je voulais dire bravo aux policiers, merci de nous protéger et bravo d'avoir neutralisé cette personne qui avait poignardé 4 personnes quelques minutes auparavant. Réaction, Françoise. Qu'est-ce que vous voulez dire à un moment donné? Oui, à un moment donné. Après, moi, je ne sais pas quel est son pédigré. Je pense que oui. Qu'est-ce que j'ai envie de dire à part bravo les policiers? Vous imaginez un petit peu. Bon, Marseille est sous les feux de l'actualité, mais j'ai pas le sentiment que ça se passe qu'à Marseille. Non, ça c'est sûr, c'est sûr. Françoise, puisque vous avez la parole, l'annulation du tournage de la série qu'on aime beaucoup, série israélienne Fauda à Marseille pour des raisons d'insécurité et liées à l'antisémitisme. Oui, alors Fauda, vous savez, c'est une série extraordinaire qui a un succès mondial. L'histoire de ces commandos d'infiltration qu'on appelle en Israël les Golanim, en fait, et qui s'infiltrent véritablement avec une complexité des personnages. Il n'y a pas du tout d'un côté les gentils israéliens, de l'autre les méchants palestiniens. C'est très profond cette série. Elle devait tourner, parce qu'on attend tous la saison suivante, parce qu'a priori ils sont tous morts dans la dernière. Il y a un cliffhanger incroyable, voilà. Et en fait, elle devait se tourner à Marseille. Et ils ont renoncé à cause de la pression et de l'antisémitisme. Alors que c'est une série justement qui est très ouverte, comme beaucoup de créations israéliennes. Il faut bien comprendre que les créateurs israéliens sont des gens qui sont du côté du camp de la paix. Et vraiment, je voulais juste dire, j'ai passé un été, de mon point de vue, épouvantable. Je pense que cet été, on a passé toutes les bornes. C'est-à-dire que tout le monde s'est autorisé à tout dire et à tout faire. Pour moi, ce qui s'est passé dans l'avion de Vueling est quelque chose et tu marques une rupture. C'est pas simplement à cause des enfants. Que l'on rappelle, c'est 150 enfants qui ont été exfiltrés, israéliens, et qui étaient français d'ailleurs, parce que supposément ils faisaient du bruit. Ce qui m'a frappé, c'est qu'aucun passager n'ait bougé. C'est ça surtout qui me frappe. C'est l'épisode dans le parc acrobatique des Pyrénées-Orientales où on refuse à une classe, là pour le coup 100% israélienne. Je pense que tout le monde s'autorise à dire n'importe quoi. Tout le monde assume maintenant une forme d'antisémitisme malqué. Et pour moi, véritablement, le fait politique majeur, c'est même pas le remaniement, etc. C'est cet été, on a basculé véritablement dans un antisémitisme assumé. Et là, je vois l'impuissance de toutes les autorités et d'Emmanuel Macron et, comment dirais-je, de Bruno Retailleau et de nous tous, parce que personne ne se révolte contre ça. Moi, je me révolterai toujours contre vents et marées, mais je ne sais pas trop quoi faire, en fait. Alors, c'est tellement vrai que quoi faire, c'est difficile, parce que avant tous ces sujets, c'était dans des lieux un peu définis, comme les écoles, comme les lieux de culte, et donc là on pouvait en quelque sorte, enfin l'État pouvait lutter parce qu'il pouvait mettre des policiers ou les commerces communautaires, on va dire hyper cachers par exemple. Exactement. Et là en fait, ce dont on s'aperçoit depuis des mois, c'est qu'en fait c'est, enfin pour le pouvoir en place, très dur justement d'arrêter cette vague, parce que ça concerne des gens qui se font agresser dans la rue, à leur domicile, dans des commerces divers et variés. Donc c'est vraiment une vague de fond qui est difficilement maîtrisable. Moi je pense qu'on peut la maîtriser si on maîtrise les discours politiques. Moi je ne fais pas partie des gens qui disent que LFI dans son ensemble est antisémite. Il faut pas être tiède. Il faut pas être tiède. Il faut pas être tiède. Par contre, ce que je dis, c'est que ils nourrissent l'antisémitisme. Donc, il faut être. C'est la responsabilité des politiques. Je n'entends rien de suffisamment tranché, même pas Emmanuel Macron. Pourtant, je soutiens sur la Palestine. Allez, Benoît Perrin, le budget présenté par le PS, un budget daté, vous dites. Alors c'est vrai que le sujet de la dette est devenu enfin un sujet quasiment dont on parle tous les jours et qui est partagé par tous, justement, les responsables politiques. Je m'en souviens, il y a encore quelques années, les partis très à gauche nous expliquaient qu'il n'y avait pas de sujet de dette. Et là, c'est quand même une bonne nouvelle, c'est-à-dire que chaque parti politique propose justement son plan pour réduire la dette. Et le dernier en date, c'est le Parti Socialiste qui nous a présenté un plan assez, alors je dis daté, et aussi, justement parce qu'il utilise des solutions du passé et surtout des solutions qui sont finalement très proches justement du programme LFI. Alors on sait que globalement, le Parti socialiste veut reprendre le pouvoir et je trouve que pour un parti de gouvernement, c'est assez inquiétant de voir des solutions aussi radicales. Alors, très concrètement, on sait que globalement, la France a des poids aux pieds et on voit que les socialistes veulent encore ajouter des poids. Exemple, on a des gros déficits, le Parti socialiste nous propose de seulement réduire le déficit de 22 milliards. Je rappelle que le plan de Bayrou propose de réduire le déficit de 44 milliards. On est le pays des impôts, le Parti socialiste propose encore d'en rajouter à hauteur de 27 milliards.
Ensuite, on sait que les riches, malheureusement, ont tendance de plus en plus à quitter la France. Que veut faire le Parti socialiste? C'est mettre en place cette fameuse taxe Zuckman qui permet de taxer ce qu'ils appellent les ultra-riches. On a un énorme enjeu de fraude sociale. Le Parti socialiste nous explique qu'il y a juste 200 millions à récupérer. On a des entreprises qui sont trop taxées. Eh ben, on va quand même rajouter 4 milliards d'impôts sur les grosses entreprises. On a un énorme enjeu de retraite. On sait que c'est quand même la retraite, c'est 25% de la dépense publique. Que propose le Parti socialiste? C'est de revenir à 62 ans. Bon, bref, donc très concrètement, quand on voit les solutions du Parti socialiste, en fait, on se dit qu'ils sont pas prêts de gouverner. Allez, alors, je réponds point par point. D'abord, la fuite du nomadisme. 1800 familles qui ont plus de 100 millions d'euros de patrimoine. Je vous rappelle d'ailleurs que c'est tellement puissant, la taxe Zuckman, qu'elle a été votée par l'ensemble de l'Assemblée nationale. Donc, c'est pas du tout daté, c'est quelque chose qui a capté les députés. 2%. Parce que vous pensez, sur 1800 familles, on a 10 millions d'euros. Est-ce que vous pensez qu'il y a des gens, 1600 familles qui vont se faire 100 millions, est-ce que je peux finir? 10 millions d'euros. C'est pas 10 millions d'euros, ça rapporte 15 milliards d'euros, la taxe Zuckman. D'accord, mais si multiplié par 1800 familles, on arrive à ces 10 millions d'euros. Donc les gens vont pas se faire plumer, ils vont se barrer avant. Personne se barre. Il y a un rapport qui est sorti, qui est commandé par le gouvernement, c'est les gens qui se barrent, c'est 0,05%. Donc cet argument, je me barre, elles ont doublé et triplé leurs dividendes. Donc ça, c'est l'effort qui est consenti. Je vous rappelle également qu'il n'y a pas plus d'impôts. C'est au contraire le gel du barème de vos amis qui fait rentrer 350 000 familles nouvellement dans l'impôt. Je vous rappelle que la taxation sur les entreprises, ça concerne les GAFAM, c'est 800 millions d'euros. Vous n'avez pas de bol parce que j'ai bossé tout le week-end sur ce budget. Donc vos arguments, c'est des arguments en bois, mon petit bonhomme, en bois. Par ailleurs, la trajectoire, je termine avec la trajectoire. Dire que on fait 44 milliards sans jamais toucher aux plus hauts revenus pour rentrer dans les clous en 2029 et dire on fait 22 milliards en touchant aux plus hauts revenus, c'est-à-dire en prenant 15 milliards d'euros sur les 1800 familles les plus riches et en étalant jusqu'à 2032, ça pose pas de problème à la Commission européenne ou ça vous pose un problème à vous? À partir du moment où la Commission européenne, ça lui pose pas de problème qu'on étale jusqu'en 2032 ou ça vous pose un problème? Si vous prenez vos ordres à la Commission européenne, tant mieux. Moi, je prends pas mes ordres auprès de la Commission européenne. C'est pas les ordres, c'est les... Hier, on a eu un affrontement viril mais correct avec Philippe Bilger là-dessus. Moi, pour utiliser un terme de rugby, on est la radio du rugby. Moi, je suis d'accord sur un point avec Benoît Perrin, c'est qu'on est le pays le plus taxé au monde. Et on veut encore créer et augmenter de nouveaux impôts. Et ben moi, je crois le problème, c'est qu'il faut taper dans les dépenses. J'ai parlé hier, et je le répète, les agences d'État, 80 milliards. Il y en a qui font doublon, triplon, quadruplon, qui nous font des tweets pour nous expliquer à quel rythme on doit changer nos pantalons, nos vestes et nos sous-vêtements. Désolé, je pense que là, on peut faire en un mot de la langue de Cervantes pour nombre d'entelles, afuera. Il y a de la graisse à enlever là-dessus, et c'est dans le budget. Mais il y a aussi quelque chose qui est très intéressant sur la fin de l'exonération des taxes sur 2,5 fois le SMIC, parce qu'on s'est rendu compte quand même que les entreprises, c'est des effets d'aubaine. La remise Fillon. En banque, c'est un scandale. Et ben voilà. Et ben donc ça. Oui, moi je le dis que c'est un scandale. Voilà, ça c'est sorti du budget. Mais si, parce que des effets d'aubaine, vous organisez la smicardisation de la société. Je suis désolé. Il faut baisser les charges globalement pour qu'il n'y ait plus d'effet d'aubaine. Parce que les gens, on les laisse au SMIC et un peu plus. Mais il faut expliquer pourquoi on a créé ces dispositifs d'exonération de charges sociales, justement. Mais on connaît toute l'histoire. Dès 80, tant mieux, mais on n'est pas censé connaître toute l'histoire. Donc en gros, on a mis en place ces dispositifs d'exonération de charges pour permettre effectivement, compte tenu du haut salaire net par rapport à nos voisins européens, justement, des gens sans diplôme, de faciliter leur embauche. Parce qu'on s'est dit, voilà, si on met le SMIC plus des charges importantes, eh bien les employeurs vont avoir du mal à employer des gens qui ont peu de diplôme. Donc ça s'appelle une bonne intention. Et en fait, ça réussit. Ça a même trop bien réussi. Ça a même trop bien réussi. Vous avez raison, parce que c'est un effet d'aubaine. Vous le savez très bien. En plus de ça, c'est pas un effet d'aubaine. Quand vous êtes un petit commerçant et que vous devez payer des gens au SMIC et qu'en plus on vous rajoute des charges sociales, vous n'êtes pas en mesure. Eh ben oui, mais les exonérations de charges, les exonérations de charges, elles sont. Vous pouvez pas dire en fonction de la taille de l'entreprise. Si, bien sûr qu'on le dit en fonction de la taille de l'entreprise. Mais on peut pas. Mais Benoît, pour avoir été employeur pendant quelques années avant de faire ce métier, le drame, c'est que vous avez maintenant des jeunes qu'on embauche à bac plus 2, bac plus 3, on leur dit t'as le SMIC, tu termines ta période d'essai, le SMIC plus 10, puis comme après les charges c'est plein pot au SMIC plus 20% à peu près, mais ça veut dire qu'on dit maintenant t'es au SMIC plus 20% et on t'augmente plus parce que ça coûte trop cher. Voilà. Donc moi je suis pour qu'on revoie complètement l'échelle des charges. Alors je voudrais un autre sujet que de dire les allègements de charges sont
sont une mauvaise idée. Moi, je pense que les allégements salariaux sont une très bonne idée et il faut continuer à les généraliser, y compris sur les hauts salaires. Très bien. On repart sur les impôts. Je continue. La consommation, la croissance, elle est tirée à 50% par la consommation populaire. Exact. Vous le savez, vous pouvez pas me le contester. À partir du moment où vous ne redonnez pas du pouvoir d'achat aux Français, ils ne peuvent pas consommer, donc les carnets de commandes baissent. C'est une évidence. Françoise, écoutez, l'évidence. Vous avez les grandes entreprises, les 1800 plus riches familles qui ont multiplié par 2 leur patrimoine de 600 milliards à 1200 milliards. Qu'est-ce qu'il y a d'ignoble à leur demander de contribuer à hauteur de 0,2% en plus? Enfin, vous n'êtes pas sérieux quand même. François, si vous augmentez les impôts, les gens vont avoir peur. Mais ils ont peur et les gens vont continuer à faire ce qu'ils font depuis déjà plusieurs mois, c'est-à-dire épargner. On n'a jamais eu un taux d'épargne aussi important. 18% de taux d'épargne, c'est énorme. Ça va. Donc, ils vont pas lancer la croissance. Je peux vous faire une confidence? Non, non. J'adore. On se fait broyer dans cette émission. C'est dingue. Vous savez quoi, Philippe David, vous savez quoi? Arrêtez de me parler. En tout cas, arrêtez de tenter. Allez, dans un instant, le dernier chapitre du Mercato qui s'est terminé hier. Et je peux vous assurer qu'il a, comme tous les ans, tenu ses promesses. Allez, à tout de suite. Sud Radio, c'est vous qui donnez le ton. Bravo pour votre score d'audience, ça devient impressionnant. Faites attention, vous allez avoir beaucoup d'ennemis. 18h-20h, Cécile de Ménibus. Avec Philippe David, bien entendu, Françoise Degois aujourd'hui, Benoît Perrin, contribuable. Il est sympa quand même ce Benoît Perrin, c'est un petit peu. Qui parle à tous les. J'aime bien le quand même. Contribuable. Puisque tout le monde vous dit que tout le monde paye. Ultra-libéral. Je vous ai dit que tout le monde paye des impôts. Vous me dites quand je peux parler, vous me dites, vous me faites un signe en disant vas-y, c'est à toi. C'est à vous. Bah non, j'ai pas envie. J'ai pas envie. Allez, soyez les bienvenus. 0,8. Mais non, mais toujours. Tu l'imagines quand il était petit. Madame, moi j'ai pas recopié. Madame, il a parlé à côté. Est-ce que vous avez vu comme je l'ai bien élevé? Comme depuis 3 ans, je le façonne. Il est parfait. Sauf les abdominaux. Oui, mais là, c'est une autre dame à qui il faut se référer. Je n'y suis pas. Elle a un peu moins de talent que toi, tu vois. Allez, tout de suite l'info en plus avec Baptiste Elle mettait. Les vraies voix Sud Radio. Et bonsoir Baptiste, et donc ce clap de fin pour le mercato d'été dans les grands championnats européens. Et comme toujours, cette dernière journée fut remplie de rebondissements. Eh oui, c'était l'affaire de l'été en Ligue 1, la bagarre entre Rabiot et Jonathan Rowe. C'est officiellement terminé hier parce que les 2 joueurs, ils ont été transférés. Donc ça, c'est réglé. Adrien Rabiot, il est transféré au Milan AC, tandis que Jonathan Rowe, il est transféré à Bologne. Philippe, j'ai une petite question pour vous. Est-ce que vous pouvez me dire le prochain match de Serie A? Bologne-Milan AC, parce que je suis supporter du Milan AC. Oui, les 2 joueurs vont s'affronter au prochain match. C'est vraiment super. Les 2 joueurs vont s'affronter. J'imagine l'ambiance à San Siro, tu sais, dans les Bologne. Allez, on y va, on n'a pas beaucoup de temps. Allez, on y va. Ce sera à Bologne, donc les 2 joueurs, ils vont avoir l'occasion de régler leur compte, au moins sur le terrain. Sympa. Sinon, en France, le retour de 4 champions du monde 2018 dans le championnat. On a Giroud qui revient à Lille et qui a magnifiquement marqué 2 buts déjà sur 3 matchs, c'est quand même assez impressionnant. On a Thauvin à Lens qui a aussi marqué. Oui, on a Pavard qui a tout juste signé à Marseille. Et enfin, Pogba, c'est l'arrivée de l'été à l'AS Monaco. Il n'a pas encore joué, il revient encore. Mais et au niveau des coupes des cheveux, il en est où là? Ça s'est quand même stabilisé. C'est bien. Donc du coup, ça nous fait 9 champions du monde 2018 en France. En plus des 4 qu'on vient de citer, nous avons aussi Kipembe, Dembélé, Sidibé qui est à Toulouse, qui a marqué contre Nice lors de la première journée, Tolisso et Lucas Hernandez. Est-ce que c'est pas un mauvais signe quand même? Ça veut dire qu'ils ont échoué dans les championnats étrangers et qu'ils reviennent, parce que ils reviennent pas à des places extraordinaires non plus. Enfin, la plupart n'ont pas échoué. La plupart n'ont pas échoué. Quand on voit Thauvin qui était capitaine de l'Ondinese, on voit Giroud qui allait gagner la Ligue des Champions avec Chelsea. Ils n'ont pas échoué. Là, juste ils reviennent pour une sorte de dernière danse dans le championnat. Voilà, donc c'est des retraités en fait. C'est des pré-retraites. Ensuite, on va parler. Dernière info. Oui, dernière info. Les droits télé en France, c'est assez compliqué. Oui. Il fallait faire rentrer du cash cet été. Les spécialistes, Nice et Monaco, plus 74 millions pour Nice et 103 millions pour Monaco. Et à l'inverse, on a le Paris FC et Strasbourg. Les mauvais élèves, ils ont dépensé, ils sont en perte de 57 et 47 millions. Donc
évidemment, c'est parce qu'ils sont avec de gros investisseurs derrière, Strasbourg et avec le groupe Blueco, qui est affilié au club de Chelsea. Et le Paris FC, c'était un peu la nouvelle, leur remontée avec le groupe LVMH juste derrière. De toute façon, les clubs de foot, pour gagner de l'argent maintenant, c'est que sur les transferts. En fait, ils ne peuvent plus gagner de l'argent. La billetterie ne suffit pas. Il y a des clubs qui gagnent par les transferts, il y a des clubs qui n'ont pas besoin de gagner des sous par les transferts. Merci beaucoup. Les investisseurs juste derrière. Baptiste, tout de suite, cette rubrique qu'on aime beaucoup. Et si j'étais ministre ? Les vraies voix Sud Radio. Et c'est Thomas de Saint-Marc, qui est avec nous en Seine-et-Marne. Bonsoir Thomas. Bonsoir Thomas. Bonsoir Cécile, bonsoir à tous. Et vous, ce serait, et si j'étais ministre de la Justice, garde des Sceaux ? Aïe, 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 mes chers compatriotes. Alors, quelle serait donc votre première mesure ? Eh ben, la première mesure, ça serait la surpopulation carcérale. Oui. Déjà, partons du principe que les gens qui sont en prison ont voulu y aller. S'ils y sont, c'est leur faute, c'est pas la nôtre. Donc, on règle dans un premier temps tous les problèmes diplomatiques qu'on peut avoir à droite et à gauche, et ensuite on expulse les personnes qui ne sont plus détenteurs de documents pour séjourner en France vers leur pays d'origine. Ça fera de la place. Ensuite, les personnes qui doivent aller en prison, elles y vont. Et seulement celles qui doivent y aller. C'est-à-dire que les autres qui ont commis des infractions un peu plus annexes, une grosse amende, des saisies s'il faut, mais pour ceux qui doivent y aller, on y va, et franchement, on y va. Et ensuite, on durcit les conditions d'incarcération pour justement éviter l'envie d'y retourner. Et justement, pour les durcir notamment, on fait payer les frais de justice aux détenus ou à leurs familles, ou à n'importe qui va casquer, en tout cas pas nous. Ah oui, vous y allez pas de la main morte, vous, quand même. Non, vous envoyez du lourd. Mais non, parce que ça fait des années qu'on y est avec la main morte et ça ne fonctionne pas. Alors allons-y avec le bâton. Désolé Françoise, je suis désolé. Je vous adore, mais voilà, on va pas être d'accord. On n'a plus le temps. Moi, je pense aux victimes, et il y a marre que les victimes payent beaucoup plus que les auteurs, et ça paraît intolérable aujourd'hui. Voilà, c'était le choix de Thomas. C'est bien, il n'a pas besoin d'être contredit. J'ai mille choses à vous dire, Thomas, mais comme vous m'attendez, je ne les dirai pas. C'est peut-être notre futur garde des Sceaux. Après, il y a des mesures, elles sont contestables pour certains. Ce que j'aime vraiment, c'est d'abord, Thomas, bravo. Je veux dire, j'aime l'argumentation. Je ne suis pas d'accord avec, peut-être, mais c'est argumenté. Voilà. Et le plus important, c'est d'argumenter. Merci beaucoup, Thomas, en tout cas, de vous être prêté à cette chronique. Vous restez avec nous dans un instant. Philippe David, bien sûr. Le coup de gueule de Philippe David. On va prendre la direction de la Suisse, parce que là, j'ai la fumée qui sort par les oreilles. Oui, ça se voit. Oh là là. Vous allez voir. Allez, petite pause et on revient dans un instant. Trade République, la banque pour mieux dépenser. Cécile de Ménibus. Et avec Philippe David, bien entendu, avec son coup de gueule dans un instant, avec Françoise Degois, avec Benoît Perrin. Tout va bien, les amis ? Super bien. Je ne pensais pas que je serais aussi bien d'être assise à côté d'un type qui s'occupe que des impôts des plus riches, si possible. Et moi, être à la gauche de quelqu'un du Parti Socialiste, j'aurais jamais cru. Ça, c'est drôle. C'est bien. On m'a dit que vous parlez très fort, Françoise. Je vous ai dit ça. Ah oui, c'est le chef qui écoute. Oui, qu'on embrasse. Oui, on l'embrasse. Ça lui va bien, la barbe, d'ailleurs, je trouve. Il est beau. Il est pas mal. Il est beau. Et il n'est pas célibataire, je vous le dis au cas où. Mais je n'avais aucune vision sur lui. Ça ne nous regarde pas. Bon, après. Qu'est-ce qu'ils ont tous avec la barbe ? Ils font leur rentrée. Olivier Faure est avec la barbe, Laurent Wauquiez avec sa barbe, Patrick Roger avec sa barbe. Je trouve que c'est chic, c'est beau la barbe pour les hommes, c'est beau. Mais Barbella s'est rasé, on me dit. Oui, parce que c'est tellement ridicule. Il y a les 3 poils. Ça y est, on a fait le tour de l'activité. Voilà, c'est ça. La barbe. Excusez-moi, est-ce qu'on peut râler un peu ici dans cette maison ? C'est possible ? Eh ben on y va. Les vraies voix Sud Radio. Comme d'habitude, je vais remettre le clocher au milieu du village, et même un grand village, puisqu'il s'agit de Vevey, dans le canton de Vaud, sur les rives du lac Léman, en Suisse. Pourquoi Vevey ? Parce que c'est là que se trouve le siège de Nestlé, et qu'une décision prise par la direction de la multinationale de l'agroalimentaire hier soir a été contraint par le conseil d'administration à démissionner. Non par absence de résultats ou par déloyauté envers son employeur, mais pour, je cite, relation amoureuse non divulguée avec une subordonnée directe qui a enfreint le code de conduite professionnelle de Nestlé. Une relation amoureuse dévoilée par de la délation en interne en mai dernier, une relation confirmée par la salariée qui aurait quitté l'entreprise en juillet, mais niée par Laurent Freix. Et je dois dire que ces nouveaux comportements me révulsent. Est-ce que l'observation des comportements entre collègues et la délation font désormais partie des obligations des salariés dans certaines entreprises ? À partir de quel moment doit-on avertir la hiérarchie que un tel fricoterait avec une telle ?
pour 2 regards complices à la machine à café ou au restaurant d'entreprise, ou parce qu'on les a croisés accidentellement dans le couloir d'un hôtel en sortant d'une chambre avec son mari, sa femme ou pourquoi pas son amant ou sa maîtresse. À partir de quand on est un protagoniste de ce type d'affaires, doit-on dire à sa hiérarchie qu'on entretient une liaison avec une personne de la société ? Au premier dîner ? Au premier baiser, après la première nuit d'amour, la vie privée relève du privé et n'a pas à être dévoilée à sa hiérarchie ou à qui que ce soit, tant que ça n'interfère pas, bien évidemment, avec le travail. Dans le cas contraire, il faudrait d'urgence rebaptiser les services RH comme ressources humaines en service SCB, comme service de contrôle des braguettes. Pourquoi que des braguettes ? Des braguettes. Parce que je suis pas rentré dans le détail. Non mais vous avez raison. En fait, c'est la dérive anglo-saxonne. C'est no job in job, quoi. C'est ça. Non, mais c'est ça le slogan à New York. C'est vraiment, voilà. Il n'y a pas de sexe dans l'entreprise entre les salariés. Ça n'est pas possible. Mais je suis d'accord avec vous. Mais la réalité, c'est qu'on va vers. Mais c'est terrifiant. Mais je suis absolument d'accord avec vous. Chacun fait ce qu'il veut. Alors c'est quand même touchy. Hein. Enfin, je sais pas ce que vous en pensez, Benoît. Oui. Mais c'est quand même touchy parce que, pardon d'intervenir, je me dis à quel moment la direction ne sait pas si cette dame, ou ça peut être un monsieur ou dans l'autre sens, a subi une pression ou est vraiment amoureux. C'est ça le problème. Sujet. C'est pour ça que la subtilité. Le mieux étant no job in job, je pense. En fait, je veux dire le plus confortable. On peut tomber amoureux, ouais. Non, mais on a le droit de tomber amoureux. Bien sûr, ce que je veux dire, c'est que quand même cette règle-là, d'une certaine manière, marque peut-être un tel interdit que finalement, on se met pas dans combien de rédactions ai-je faites et combien de rédactions où il y a eu des histoires pas possibles à cause de cela, justement. Alors, si ça finit par un mariage, c'est formidable. Mais après, c'est la suspicion surtout. Pourquoi cette femme ou cet homme est promu ? Pourquoi Allez, Benoît, vous voyez un petit peu les nœuds dans la tête. Benoît, vous en pensez quoi ? Moi, j'en pense pas grand-chose, franchement. J'ai même du mal à croire. Non, mais pour aller vraiment au fond de ma pensée, j'ai même beaucoup de mal à croire à cette histoire. J'ai du mal à croire que ce soit uniquement pour ces raisons-là que le patron ait été évincé. Alors, est-ce qu'il y a pas des histoires derrière de management, de résultats ou que sais-je ? J'ai beaucoup de mal à croire que ce soit uniquement pour ça. J'ai du mal à croire que ce soit uniquement là-dessus. C'est anglo-saxon, vous savez, au FMI. Moi, j'ai un copain qui est rentré au FMI. Oui, mais c'est pas une boîte anglo-saxon, justement. Non, mais je veux dire, à Washington, il est rentré au FMI et la première consigne qui lui a été donnée, c'est... Pas d'hôtel. Même pas de Sofitel à New York, c'est possible. Non, mais même un SMS. Même un SMS pour demander un rendez-vous, c'est vraiment... Il ne faut pas. Non, mais quand on voit ce qui s'est passé, excusez-moi, au concert de Coldplay, un couple qui est... C'était au concert de Coldplay. Je vais sortir les SMS de Philippe David avec ses bacs foireuses, là. Non, mais on peut faire condamner lourdement. Non-assistance à personne en danger. Vous avez un couple illégitime qui sont filmés pendant un concert. Le type est quand même viré de son poste de PDG parce qu'on dit vous avez une relation extra-conjugale. Mais on est chez les fous quand même, non ? Mais ça s'est passé aux USA. Non, mais ça se passe aux États-Unis parce que pour l'image de l'entreprise, vous savez très bien à quel point les Américains sont hypocrites, c'est-à-dire qu'ils sont puritains, après ils font n'importe quoi. Mais c'est toujours les plus grands donneurs de leçons de morale qui sont les pires. Non, la réalité, c'est que pourquoi est-ce qu'il est viré, ce PDG, et pourquoi d'ailleurs la femme... C'est les nouvelles règles de gouvernance de l'entreprise. Mais c'est autre chose, c'est parce que ça nuit véritablement à l'image de l'entreprise, tout simplement. Voilà, parce que les Américains sont officiellement puritains. La transparence de la politique est la même chose que la transparence du chef d'entreprise. Ben voilà. On en est là. L'entreprise, c'est pas la politique. Je suis désolé. Franchement, je vois pas tellement. Je vous enverrai plus de blagues, Cécile. L'histoire ne dit pas si ce monsieur avait une véritable compagne. Donc, ça ne nous regarde pas. Non, mais c'est pas ça. C'est qu'on pense à elle parce que c'est terrible pour elle. Parce que là, ça sort en place publique. Parce que c'est voilà, exactement. Allez, on va revenir sur cette question des jours dans quelques instants, sur cette alliance Chine-Russie. L'Occident est-il en danger ? Vous répondez à cette question. Et plus simple, vous nous appelez au 0826 300 300. On revient dans un instant. Et pour le moment, vous dites tout à 56%. C'est pas vrai ? Si. Oh, c'est fou. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Voix Sud Radio. 18h-20h. Cécile de Ménibus. Avec Philippe David, bien entendu, Françoise Degois et Benoît Perrin. Et vous, 0826 300 300. On va revenir sur cette question. L'alliance Chine-Russie-Iran, l'Occident est-il en danger ? Ce sommet de sécurité en Chine, Xi Jinping et Poutine et leurs alliés affichent donc leur unité. Objectif, bâtir un contrepoids à Washington et à l'Occident. On en parle tout de suite dans la question du jour.
Le sommet de l'Organisation de coopération de Shanghai a débuté en Chine. Il a réuni pour plusieurs jours 10 États membres, dont la Chine, la Russie, l'Inde ou l'Iran, et 16 pays observateurs, dont la Turquie, l'Afghanistan ou le Qatar. Désormais, il représente 42% de la population mondiale et 23,5% du PIB de la planète. Ce sommet, c'est l'occasion pour ces pays de faire face à l'OTAN et de démontrer la puissance chinoise, tant du point de vue économique que diplomatique. Les vraies voix Sud Radio. Philippe, vous qui évoquiez tout à l'heure quand même se dire que bon, c'est un peu compliqué quand même cette alliance face à nous. Il y a des mesures de rétention qui pourraient venir. Et c'est surtout que c'est une alliance très puissante parce que la Chine, c'est l'usine du monde, c'est la banque du monde. La Russie, c'est les premières réserves mondiales de matières premières. Bon, c'est logique, c'est un pays qui fait plus de 10 millions de kilomètres, plus de 15 millions même de kilomètres carrés de mémoire. C'est le plus grand pays du monde. Avec des réserves ils ont des réserves de pétrole, de gaz, de fer, d'or, de tout ce que vous voulez. Et en plus, ils sont frontaliers avec la Chine, donc ils peuvent s'approvisionner l'un l'autre sans risquer quoi que ce soit, parce que... Ils sont assez autonomes. Oui, vous n'allez pas attaquer la Chine, parce que ça veut dire que vous attaquez la Russie en même temps et vice-versa, d'accord ? Mais moi, ce qui me pose question, c'est de voir que quand même dans les pays qui y sont, il y a la Turquie, et la Turquie qui est le pilier sud de l'OTAN. Et je me demande comment Trump, dans le bureau ovale, doit réagir en voyant la Turquie, le pilier sud de l'alliance de la Pax Americana dans l'hémisphère nord, qui est présente dans ce sommet de l'OCS. Je me pose quand même... Il a un pied dans chaque côté. Toujours. Oui, vous voyez ce que je veux dire, entre deux chaises. Ouais, c'est ça. Après, les BRICS sont très puissantes, mais ce sont des alliances qui, à terme, ne peuvent pas s'entendre, parce que on peut parler des bonnes relations entre la Chine et la Russie, mais à un moment donné, la Chine a décidé, en fait, dans son fort intérieur, d'englober et d'absorber la Russie. En réalité, c'est ça le projet final, la finalité du projet. Vous avez dans les BRICS l'Iran, vous avez l'Afrique du Sud, vous avez, évidemment, on parle pas assez peu du Brésil, mais le Brésil qui est le géant sud-américain. Mais ces BRICS, donc, ont une, comment dirais-je, leur vocation est de dire à l'Occident, on change l'ordre du monde, en gros c'est ça. Il y a le vieil ordre mondial après 45, c'est-à-dire avec les 5 grands pays au Conseil de sécurité des Nations Unies, et puis le nouveau monde qui apparaît et qui est nous. Mais ces BRICS ne s'entendent pas sur le plan commercial, peuvent se combattre. Elles abritent véritablement des régimes illibéraux. Excusez-moi. Quand vous regardez Chine, Russie, Iran, déjà vous avez tout. Déjà, c'est compliqué. Ils se confrontent. La Turquie, c'est pas très brillant non plus. Voilà, on est d'accord. Ils se confrontent. Et le Qatar, et la Corée. Voilà. Et la Corée du Nord. Ils veulent se confronter à l'Occident. Ils envisagent même de battre monnaie. Mais je suis à la fois peut-être impressionné, si vous voulez, quand je vois l'affichage, autant je sais que dans le fonctionnement, ça ne peut pas fonctionner comme ça. Ils veulent plus de multilatéralisme, ces pays-là, etc. C'est un combat, ancien monde et nouveau monde, qui est en train de naître. Mais je ne crois pas que l'Occident, au sens très large, parce que vous mettez le Japon aussi dedans, je ne suis pas du tout sûr, en réalité, qu'il soit si menacé que cela. Parce que vous avez l'Europe très puissante qui n'est pas dans les BRICS. On oublie toujours, on se vit, nous, franchement, on est des Français, on se vit comme des petites choses, que les Européens sont petits. C'est le plus grand marché du monde, les Européens. C'est une zone de 500 millions d'habitants. Et l'Europe n'est pas dans les BRICS. On achète à tout le monde, justement. Le problème, c'est qu'on achète à tout le monde. Ça n'est pas que marchand. C'est juste une impression, on ne montre que très peu nos muscles, en fait. C'est ça, on est plutôt... le problème, c'est qu'on n'en a pas. Militairement, politiquement, on n'en a pas. Justement, c'est ce qui change. C'est ce qui change. C'est-à-dire qu'en fait, avant, on avait quand même toute cette région du monde qui n'était pas très forte militairement ni économiquement. Là, en fait, très concrètement, on voit bien que depuis des années, si vous regardez leur taux de croissance, je veux dire, l'Inde, ils sont à 6% de taux de croissance depuis des années. La Russie, c'est 5%. Ça explose. L'Inde, ça explose. Non, mais l'Inde, c'est incroyable. Enfin, tous ces pays-là, en fait, ce sont des pays qui, effectivement, se développent à vitesse grand V et qui font des alliances sur la technologie, sur l'industrie, sur l'énergie, vous l'avez dit, sur les sujets financiers. Et puis on voit qu'il y a plein d'événements récents qui fait qu'effectivement ça montre qu'ils sont qu'ils agissent de concert, ils font des exercices militaires ensemble. J'ai vu qu'il y avait une signature d'un partenariat stratégique de 20 ans entre la Russie et l'Iran qui envoie des armes à la Russie. Ça fait longtemps, des échanges qui se font de moins en moins en dollars, mais de plus en plus en yuan ou en roubles.
Donc en fait, très concrètement, il y a quand même un basculement qui est en train de se faire, et il joue en quelque sorte sur nos faiblesses, et notamment nos faiblesses commerciales. On voit bien que on est très tributaire de leurs produits. Alors vous avez raison, la Russie est aussi tributaire des produits chinois. Et vous avez raison, Françoise, la Chine cherche à englober tout le monde. Néanmoins, on voit quand même que il y a comment dire, on décidait du sort du monde, et notamment on était en mesure il y a quelques années d'avoir des sanctions efficaces quand on était embêté par ces pays-là, et aujourd'hui on voit quoi, que toutes ces sanctions sont inefficaces parce qu'ils s'organisent entre eux, notamment par le fait que effectivement ils représentent 25% du PIB mondial, donc c'est absolument énorme. Et pour moi le risque le plus important il est là-dessus. Regardez à l'ONU. C'est quand même extraordinaire. Il y a eu l'Union européenne poussée pour qu'il y ait des sanctions contre l'Iran sur le réarmement nucléaire. Qu'est-ce qui s'est passé? Alliance logique entre la Russie et la Chine pour bloquer effectivement cette décision-là. Donc je veux dire, on retrouve en quelque sorte une espèce de guerre froide. Sauf que la guerre froide, elle était principalement contre la Russie. Et là aujourd'hui, l'Union soviétique, pardon. L'Union soviétique. C'est une erreur. Et la différence avec il y a quelques années, c'est qu'aujourd'hui, on a vraiment des nains qui sont en train de devenir des géants, et nous, à l'inverse, des géants qui sont en train de devenir. Mais je ne suis pas d'accord avec cette analyse. Justement, nous ne sommes pas des nains, nous ne sommes pas des géants en train de devenir des nains. Et par ailleurs, l'idée de dire qu'on pouvait les mater comme on voulait, c'est là-dessus que nous commettons l'erreur fondamentale. Pourquoi les BRICS naissent? Ils naissent parce qu'à un moment donné, l'Occident ne veut pas lâcher. Quand le Brésil, pas simplement celui de Lula, demande un poste au Conseil de sécurité de l'ONU en disant le monde change, et dans ce Conseil permanent de sécurité de l'ONU, il est normal qu'il y ait un géant américain, il est normal qu'il y ait un géant africain, l'Occident, très arrogant, lui refuse. Et donc, évidemment, quand vous refusez d'ouvrir quelque chose, eh bien, les gens se révoltent. Mais je ne suis pas du tout d'accord avec vous sur l'idée qu'il faut s'effrayer de leur puissance, comment dirais-je, économique. Absolument pas. Je développe tout à l'heure. Là, j'ai une divergence avec François, c'est que l'Europe est un nain politique et un nain militaire. Et pour donner un chiffre politique, quand même... peut-être, mais militaire, non. La marine de guerre chinoise, tous les 4 ans, reçoit l'équivalent de l'ensemble de la marine de guerre française en nouveaux bâtiments de surface et sous-marins, corps et forces. Ça veut tout dire. Mais vous comparez ce qui n'est pas comparable, c'est un milliard. C'est un chiffre important quand même. Je sais que c'est un chiffre important. Vous connaissez la doctrine de la Chine, de l'Empire du Milieu. C'est vraiment une diplomatie d'équilibre. Si quelqu'un peut imaginer que la Chine va lancer un assaut, comment dirais-je, être belliqueux, il se trompe. Ça n'a jamais été ça l'histoire de la Chine. Vous avez raison. C'est pour ça que je pense que le danger n'est pas militaire, il est plutôt technologique. Ça va être plutôt la guerre des cyberattaques, de la désinformation. Ça va être sur ce sujet-là qu'il va y avoir de problème, pas sur le sujet militaire. Au prochain épisode. Merci beaucoup. Et tout de suite, l'idée qui marche. Les vraies voix Sud Radio. Et en tout cas, qui aurait pu fonctionner, bien entendu, puisque la mairie de Buste, dans le Bas-Rhin, engage près de 200 000 € pour refaire l'école. L'éducation nationale la ferme une fois que les travaux sont finis. Comme ça, on va en parler avec notre invité. Michel Beltran est avec nous, maire de Buste. Bonsoir, merci d'être avec nous. Bonsoir. Bienvenue sur Sud Radio, on est ravis de vous accueillir, monsieur le maire. Ce que j'ai du mal à comprendre ce que je viens de dire. C'est-à-dire que ce qui est quand même qu'on soit bien clair, c'est-à-dire que vous avez eu des fonds, en tout cas, j'imagine que l'État vous a donné de l'argent pour refaire l'école, qu'ils ont fini, une fois fini, terminé, ils l'ont fermé, c'est bien ça? Alors c'est bien ça, oui. Alors pour expliquer les choses, c'est que nous avons investi 190 000 € exactement dans la rénovation de l'école, rénovation qu'on a engagée par une délibération du conseil municipal au courant de l'année 2021. Les travaux se sont exécutés sur l'année 2022, 2023 et se sont terminés en août 2024, juste, on va dire, la veille de la rentrée scolaire. Donc effectivement, nous avons engagé 190 000 €. Sur ces 190 000 €, il y a à peu près 30 à 40% donc de subventions. Grosso modo, on va dire 70 000 € qui ont été subventionnés par différents intervenants, donc la région, Glimaction, la CEA, par exemple. Mais le reste est payé sur les deniers de la commune, quoi. Donc donc c'est encore plus catastrophique que je l'imaginais. Voilà, tout ça pour nous fermer l'école une année après, quoi. Donc l'ensemble de l'investissement qu'on a fait sur l'école n'a servi qu'à non. Quel recours vous avez aujourd'hui, monsieur le maire?
Alors, au mois de juin, lorsque l'Académie nous a informé effectivement de leur choix de fermer l'école de Buste, j'ai intenté tout de suite une action en référé devant le tribunal administratif de Strasbourg. Malheureusement, le juge ne nous a pas donné raison en première instance, hein, puisque il a statué en disant qu'il n'y avait pas d'urgence à statuer. Donc aujourd'hui, on est sur le fond. Donc on va attendre effectivement que le juge statue sur la bonne réglementation sur la fermeture de l'école de Buste. Où je dis, moi, effectivement, en me référant à ce qu'a dit notre président de la République, notre cher Emmanuel Macron, lorsqu'il a dit que on ne fermera plus d'écoles en France sans l'avis du conseil municipal et sans l'autorisation du maire. Or, le DAZEN de Strasbourg, visiblement, il n'en fait qu'à sa tête, et lui, il a décidé de fermer nos 2 classes sans rien demander à personne, et en me disant, plutôt, je m'en référerai à la décision du juge. Ce qui est dingue. Combien d'élèves aujourd'hui sont, entre guillemets, sur le carreau et ont dû, j'imagine, aller dans une autre commune, loin ? Alors, c'est là que le bas blesse aussi un petit peu, puisque on fait partie donc d'un regroupement pédagogique intercommunal, donc qu'on appelle un RPI, avec la commune de Buste, la commune de Échebourg, la commune de Falzeyer. L'ensemble représente à peu près 64-65 élèves au jour de hier, pour la rentrée. Sur ces 64 élèves, il y en a quand même quasiment 35 qui sont de la commune de Buste. Alors que c'est à Buste qu'on ferme. Donc où est la logique? Il y a pas on est tellement, non mais vous avez remarqué, on a 10 secondes. Monsieur le maire, vous avez remarqué que vous nous laissez sans voix en fait. Bah qui est quand même pas pour les vraies voix, c'est difficile. Non mais j'arrive pas à croire. C'est injuste. C'est kafkaïen, ubuesque. Moi, c'est vraiment avec colère que je parle, parce que on avait le temps avant, si on nous avait dit la démographie on la connaît, on sait ne vous engagez pas parce que de toute façon ça va être compliqué, voilà. Ben si on nous avait prévenu avant, on n'aurait pas fait cet investissement. Il y a d'autres choses à faire dans la commune. On a notre rue principale que j'aimerais refaire depuis bien longtemps. J'aurais préféré injecter l'argent à ce moment-là dans la rue, dans la refonte des trottoirs et autres, pour le bien-être des habitants de la commune, plutôt que de les mettre dans l'école, sachant qu'on nous ferme un an après, quoi. Donc c'est complètement illogique. En tout cas, je suis d'autant plus frustré. Je me permets de dire. Je suis d'autant plus frustré depuis que j'ai entendu le recteur sur France 3, puisqu'il disait lui-même, effectivement, on a fermé 2 classes dans l'école communale de Buste, mais je n'ai pas fermé l'école. Alors, je ne sais pas, moi, ce qu'il a fait comme études, mais je veux dire... ça c'est fait. En tout cas, monsieur le maire Michel Beltran, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation, maire de Buste dans le Bas-Rhin. Vous savez que notre micro vous est ouvert si vous avez envie de pousser un autre coup de gueule et si ça peut vous aider. On est là pour vous et ils ont bien de la chance de vous avoir comme maire, ces habitants de Buste. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. À très bientôt. Merci Philippe David. On se retrouve dans un instant puisqu'on va parler des petites entreprises qui se meurent. Merci Françoise de Gois, merci beaucoup Benoît Perrin. Et on se retrouve dans un instant puisque aujourd'hui énormément de petites entreprises finalement mettent la clé sous la porte. On va vous expliquer tout ça. À tout de suite. Sud Radio. Parlons vrai.